Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Au-delà du sport, mon podcast avec des sportifs, des athlètes de haut niveau, des gens qui sont en lien avec le sport. Aujourd'hui, j'ai le privilège de parler avec Jérémy Gagnon-Laparé. C'est un joueur de soccer professionnel qui joue pour le FC Saint-Louis. Donc, salut Jérémy. Salut Mathieu. Comment ça va avec le COVID et tout? Comment tu te portes? Ça va bien. Je dirais qu'il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres, mais en général, je pense que je me suis organisé pour garder de l'ordre dans ma routine quotidienne. Puis je pense que ça m'a permis de rester relativement positif à travers tout ça pour l'instant. Pour l'instant. Absolument. Et dans le fond, je l'ai dit au début, tu es à Saint-Louis en fait, tu joues à Saint-Louis. Donc, j'imagine que tu es confiné là aussi à, à cause de la saison qui a été retardée et tout aussi. Oui, c'est ça. Donc, je suis arrivé à Saint-Louis en mi-janvier cette année pour commencer la pré-saison. Puis on a joué notre premier match, je pense le 8 mars. Et puis la semaine d'après, dans le fond, on a dû arrêter les entraînements. Puis ça nous amène jusqu'à aujourd'hui où est-ce que on recommence tranquillement les entraînements, mais avec plein de protocoles à suivre. Puis c'est loin d'être de retour à la normale, mettons, en termes de sport. Ouais, puis comment votre équipe a géré ça justement là, en termes de support puis de suivi avec vous? Comment que vous gérez ça? Euh, Je pense que c'est compliqué pour tout le monde à gérer, juste parce que c'est tellement une situation hors du commun que je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui peut dire qui a vécu cette situation-là dans le passé, ou s'il y a des gens qui l'ont vécu, c'était pas à cette échelle-là. Fait que je pense que tout le monde est un peu à ses premiers pas de comment arriver à gérer la situation correctement. Je pense que l'équipe a fait un bon travail pour l'instant, essayer de rester en contact avec les joueurs. Puis je pense qu'il y a aussi l'effet de groupe qui est vraiment important dans un sport collectif par rapport à un sport individuel. Mettons, moi, je sais que dans notre équipe, à chaque semaine ou presque, on a des meetings sur Zoom, justement, pour rester en contact avec l'équipe, parce qu'on est tellement habitué d'avoir un, un lien entre les joueurs, de se voir presque chaque jour de la saison, puis que là, ça soit coupé du jour au lendemain, puis que ce soit sur une période aussi longue que ça. Je pense que, de un, le contact, même si on ne se voit pas euh, en être humain, mais juste de pouvoir entendre la voix des autres, puis de les voir, puis de savoir qu'ils sont dans la même situation que nous autres, ça, je pense que ça a été quelque chose qui a fait du bien parmi autres choses. Là. Je veux dire, rester en contact avec sa famille, avec ses amis, c'est aussi quelque chose d'autre qui a fait du bien aussi. Mais c'est sûr que quand on est loin de la maison comme ça, puis on est pris dans une situation du genre, puis moi, j'étais à Saint-Louis, tu sais, juste pour jouer au soccer, puis que là, on est un peu privé de ce privilège-là. Ben, c'est sûr que ça rend les choses plus compliquées, mais il y a des stratégies qui peuvent nous aider. Ouais, puis ça doit vous renforcer vos liens d'équipe malgré tout, malgré la distance, malgré la Ouais, ouais, ouais. situation. C'est vrai, parce que tu apprends, comme là, c'est sûr, la plupart des joueurs de l'équipe sont des Américains. Fait qu'il y a, il y a- il y a- il y a quelques joueurs qui sont retournés dans leur coin parce que c'est que le voyage d'un pays à un autre peut être plus compliqué, mais à l'intérieur, c'est un petit peu plus facile. Donc, c'est pas tout le monde en ce moment qui est à Saint-Louis, mais pour les joueurs qui sont en ce moment, on essaie de s'organiser des petits trucs comme à chaque fin de semaine, on essaie de. Ceux qui sont à peu près dans les mêmes coins, comme là aujourd'hui, moi, je suis allé jouer ce matin au golf avec d'autres joueurs. Ça nous permet de garder un certain équilibre dans notre quotidien, puis de ne pas juste penser à qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine, qu'est-ce qui va arriver demain. Parce que c'est vraiment facile, je pense, de tomber dans une spirale négative parce qu'il n'y a jamais vraiment d'informations concrètes qui nous sont données. La Ligue a à peu près les informations qui donne aux joueurs, mais c'est jamais très, très précis. Fait qu'on est un peu dans le vide par rapport à ce qui va arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. Fait qu'au moins de pouvoir garder une certaine structure dans nos journées, dans nos semaines, ça, je pense que c'est quelque chose qui a été vraiment bon pour l'instant.
Ouais, absolument, c'est sûr. Ça garde l'équilibre, comme tu dis, dans une situation complètement inconnue, en fait, pour tout le Ouais, ouais, monde. tout à fait. J'aimerais ça qu'on parle, en fait, de ta carrière, en fait, de joueur de soccer. Tes débuts. En fait, comment ça a commencé pour toi, le soccer? Ça vient de où, cette passion-là? Euh, Qu'est-ce qui t'a initié au sport? Euh, Premièrement, je dirais que j'ai grandi dans un milieu avec des parents qui ont touché à beaucoup de sports. Fait que je pense que souvent, quand on est jeune, on a tendance à vouloir imiter nos parents puis essayer de faire mieux qu'eux. En tout cas, pour moi, ça a été certainement le cas de regarder ce que mes parents faisaient. Mon père, il a été dans le monde du soccer pendant toute sa vie presque. Il a touché à plein de sports quand il était plus jeune. Mais il a joué comme semi-pro au soccer dans sa vie. Après ça, il a coaché. Après ça, il a travaillé ouais, c'est ça, dans le monde du coaching au Québec, en Estrie, vraiment tout au long de sa vie. Je dirais que ça a été quand même une très, très grosse influence. Puis j'ai commencé à jouer à 6 ans à Magog. Puis au début, sans penser que, ben, je veux dire, quand on a 6 ans, on ne pense pas trop à grand-chose, là. C'est plus avoir du Ouais. plaisir qu'autre chose, mais avoir un esprit de groupe, euh, avoir un sport, peu importe c'est lequel, je pense que pour, euh, pour quelqu'un comme moi, c'est quelque chose de vraiment satisfaisant parce qu'il y a toujours quelque chose sur lequel tu peux travailler. Puis il y a toujours un défi que tu peux te donner, peu importe que ce soit un entraînement, un match, une saison, une carrière. Euh, je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai reconnu assez vite en commençant à jouer au soccer. Pas vraiment à 6 ans, mais je veux dire, rapidement, ça s'est comme ancré dans ma tête que c'était quelque chose que je me voyais faire. Puis, pas nécessairement que c'était quelque chose que je me voyais faire, mais c'était plus que c'était clair que je me voyais pas faire autre chose que ça. Fait que pour ça, ça a été quelque chose de fort, je dirais, tôt dans ma vie que oui, j'ai pratiqué plein de sports. J'ai joué au basket, j'ai joué au hockey, même sans dire à un niveau sérieux, là, mais au hockey, par exemple, au primaire, j'allais à l'école Sainte-Marguerite. Hein, puis, on avait un genre de programme sport-études. Puis, le programme hockey était très, très bien géré par Christian Laure, qui a travaillé longtemps, je pense, avec les cantonniers de Magog. Puis, on avait des entraînements le lundi puis le vendredi après les journées d'école. Puis ça, j'ai fait ça pendant 3 ans. Puis j'ai vraiment, vraiment progressé pendant ce temps-là. Fait que j'ai touché à vraiment. J'ai fait aussi du triathlon après un petit peu plus tard, entre 10 puis 13 ans. Euh, mais tout le temps, dans ce que je faisais, il y avait tout le temps le soccer qui avait comme une plus grosse importance que les autres sports. Peu importe à quel sport tu touchais, tu revenais au soccer parce que c'était là que tu avais plus de passion, en fait, là. Ouais, ouais. Je dirais que les autres sports, c'était super agréable. Ça me permettait de voir quelque chose de nouveau. Mais c'est comme si, sans nécessairement le penser comme ça, mais c'est un peu comme si tous les sports auxquels j'allais toucher, ça allait me permettre de travailler quelque chose que je n'allais pas nécessairement travailler directement au soccer. Puis ça va probablement m'apporter des aptitudes supplémentaires que je pourrais peut-être incorporer plus tard dans mon cheminement. Puis je pense que c'est quelque chose qui m'a servi parce que, surtout pour le soccer, j'ai l'impression que c'est tellement un sport qui est complet et euh, il demande un gros bagage en termes de, euh, rapidement, tu pourrais dire physique, tactique, technique, mentale, mais même à l'intérieur de chaque catégorie, tu pourrais le diviser encore plus. Puis il y a tellement de nuances dans le sport. Il faut que tu sois vraiment bon en termes de coordination avec tes gestes, avec ta vision. Il faut que tu sois capable de manipuler un objet avec tes pieds. Il n'y a presque aucun sport qui sont comme Mhm. ça dans le monde. En même temps, d'avoir des contacts, en même temps d'avoir 11 joueurs sur un terrain qui est assez grand. Fait que c'est ça, il y a tellement de. C'est tellement Il de y a tellement. facteurs mis ensemble là, que ça Ouais, rend ouais. ça ultra complexe. Fait que je pense que ça pouvait juste être du positif d'avoir touché à d'autres sports aussi à un aussi jeune âge, parce que j'ai vraiment l'impression que quand tu as la chance de toucher à plusieurs sports quand tu es jeune, c'est des concepts presque que, que, que tu emmagasines sans vraiment t'en rendre compte, puis que si tu étais pour
commencer une activité, n'importe laquelle, après, je sais pas moi, il doit avoir un âge où est-ce que ça commence à être plus dur, mais mettons à 16, 17, 18 ans, je suis sûr que c'est plus compliqué d'aller chercher des concepts ou juste des habiletés que tu as pris comme ça quand tu étais plus jeune. Ouais, puis il leur recommande aussi là, de plus en plus là, dans toutes les fédérations sportives d'être multisport, de toucher à tout pour justement développer toutes ces habiletés-là qui sont. Parce que si tu fais juste de la précision rapidement en seulement un sport, il te manque des ressources en fait là, pour développer un athlète à un plus haut niveau. Là. Complètement d'accord. Puis ça, c'est quelque chose pour lequel je suis extrêmement reconnaissant que mes parents aient vite reconnu ça. Euh, ouais, mon père était dans le circuit toute sa vie, toute sa carrière, mais j'ai jamais ressenti de pression ou même si c'est arrivé à quelques reprises dans mon cheminement où est-ce que mon père il me demandait si je faisais vraiment ça pour moi, tu sais, ou il voulait s'assurer que ce soit pas lui qui soit un facteur qui soit nuisible à un degré ou à un autre dans mon parcours. Puis ça, c'est tout le temps quelque chose que j'ai vraiment, vraiment apprécié puis que j'ai reconnu même sur le moment. Puis je pense que mes deux parents ont été euh, ont favorisé, mettons, à ce que je touche plusieurs sports puis que je ne sois pas nécessairement, comme tu dis, juste dans un domaine que ce soit très précis à partir d'un plus jeune âge. Ça a été plus comme un entonnoir qui s'est de plus en plus euh, Rétréci. ouais, rétréci vers le soccer, mettons. Ah, puis justement, à quel moment dans ta carrière, y a-tu eu un point tournant que tu t'es dit, là, OK, j'ai vraiment du potentiel, puis je peux vraiment me rendre loin avec ce sport-là? Y a quelqu'un qui t'a fait réaliser ça ou y a-tu un événement marquant que ça a fait, OK, ouais, le soccer, c'est une voie qui peut vraiment m'amener plus loin, en fait. Là. Euh, c'est difficile de dire qu'il y a un moment où est-ce que là, du jour au lendemain, c'est devenu clair. Il y a certainement eu des étapes qui ont été franchies que après je me suis dit, ouais, ça, c'était quand même une belle étape à franchir euh, au stade où j'étais rendu. Fait qu'il y a eu certainement, euh, qu'est-ce qui pourrait être le premier? Probablement les Jeux du Québec au soccer, c'est à 13 ans, l'âge maximum, mais tu peux le faire avant si tu es assez bon. Puis moi, euh, j'avais fait j'avais été pris pour l'équipe U13 pour les Jeux du Québec quand j'avais 12 ans. Fait que dans le fond, un an surclassé. C'était la première fois, dans le fond, que j'avais un vrai quelque chose auquel je pouvais me comparer, qui, dans le fond, les Jeux du Québec, ça regroupe les meilleurs joueurs de 13 ans de partout au Québec. Ouais. Puis c'est la première fois vraiment que tu vois c'est quoi exactement le niveau que tu dois atteindre pour être parmi les meilleurs joueurs de la province. Puis ça, de voir ça un an plus jeune, bien sûr, il y a d'autres joueurs qui ont 12 ans à ce moment-là, il y a d'autres joueurs qui sont surclassés, mais je veux dire, la majorité des bons joueurs qui sont au tournoi, c'est des joueurs qui sont à maturité, ça veut dire qui ont l'âge de 13 ans au moment du tournoi. Puis ça a été comme bénéfique, je dirais, parce que j'ai vu pour la première fois, OK, les grosses régions comme, mettons, Montréal, Concordia, Québec, Rive-Sud, qui étaient à mon époque les très bonnes régions où est-ce qu'il y avait une concentration de bons joueurs. De dire, OK, c'est le niveau auquel j'aspire. Donc, ça me donne un peu un barème sur quoi me comparer. Puis, je pense que ça a été comme le premier truc qui m'a dit, ouais, il y a encore du chemin à faire, mais c'est quelque chose qui est envisageable. Puis je pense que tout au long de ma carrière puis de mon cheminement, ça a été comme tout plein de petits objectifs qui ont été franchis, puis qui me permettaient de dire, ouais, OK, même si c'est difficile de prendre du recul sur le moment puis d'essayer d'avoir un peu une vue d'ensemble, c'était chaque moment comme ça me, me permettait de dire, ouais, OK, je pense que je vais sur le bon chemin puis qu'en continuant à bien travailler, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. C'est comme tu as comme construit étape par étape là, ta carrière là, pour te rendre Ouais. jusqu'à où tu es aujourd'hui, en fait. Là. Puis justement, tu en parlais plus tôt, tu as le côté technique, tu as le côté tactique, physique, mental.
il y a tellement d'aspects qui sont à prendre compte dans ton sport. Dis-moi, c'est quoi le plus gros défi pour toi? C'est quel aspect de ce sport-là qui t'a dû travailler le plus fort pour le développer, en fait, pour te rendre justement pour percer l'élite, pour percer le niveau professionnel aussi par la suite? Je pense que au moment où tu arrives à un point critique où est-ce que tu es jugé euh, à savoir si tu vas avoir le niveau pour devenir un joueur pro, au soccer, ça se trouve à être entre 16, 17, 18, 19, 20 ans. Puis plus tu plus les années avancent après, plus ça commence à être un peu une course contre la montre, à savoir si tu vas être capable de rattraper le temps perdu. Parce que le soccer, j'ai l'impression que c'est un sport où est-ce que tu as tellement de bons joueurs qui sont formés que quand tu arrives à ces âges-là, 17, 18, 19 ans, si jamais toi, tu ne réussis pas à passer, tu ne réussis pas à percer, euh, les années qui passent après, je veux dire, il y a des joueurs qui vont avoir, quand toi, tu as 16, 17, 18 ans, il y a d'autres joueurs qui sont à 13, 14, 15, qui poussent, qui sont à peu près au même stade, mais juste 3 ans décalés par rapport à toi. Puis Mhm. que quand ils vont arriver à ces âges-là, les meilleurs de leur catégorie vont être très proches ou meilleurs que les meilleurs de ta catégorie quand toi, tu es à ces âges-là. Fait que je dis pas qu'il n'y a pas de. Il y a toujours des exceptions dans tous les groupes, dans tous les sports. Euh, mais je veux dire, pour la majorité, euh, le step se fait vraiment à 17, 18 ans, 19 ans. Puis, euh, à ce moment-là, je dirais que si tu te retrouves dans un groupe qui ont potentiellement le niveau pour faire le saut chez les pros, il y a une grosse partie qui joue sur, euh, sur le mental. Je pense que ça peut sembler vraiment, vraiment cliché, mais je veux dire, quand tu arrives à ces âges-là, puis que pour moi, à ce moment-là, c'était quand j'étais avec l'Académie de l'Impact, avec l'équipe réserve de l'Impact de Ouais. Montréal. Je veux dire, tous les joueurs qui sont dans notre groupe sont des bons joueurs. Il n'y a aucun joueur qui est là par hasard. Tout le monde a ses forces, tout le monde a ses faiblesses. Mais je veux dire, il y a un certain. Il y a une certaine limite en dessous de laquelle les joueurs arrive pas. Parce que si tu es en dessous de ça, ça veut dire que tu ne serais pas arrivé là en premier lieu. Donc, je pense que, mettons, tout le monde est à peu près dans un bassin entre ce niveau-là et ce niveau-là. Puis la grosse différence, ouais, il y en a des fois qui sont vraiment des exceptions, qui sont juste vraiment, vraiment forts techniquement ou c'est des bêtes physiquement. Puis c'est quelque chose qui va leur permettre d'accéder au niveau supérieur peut-être un petit peu plus vite ou avec plus de facilité parce qu'ils tapent dans l'œil d'un coach ou quelque chose du genre. Mais je dirais qu'à force égale, vraiment l'aspect mental et les habitudes que tu as prises au cours de ta carrière, de ton cheminement, je pense que c'est vraiment ça qui va dicter la réaction que tu vas avoir quand tu vas être mis dans le contexte senior avec des pros qui ont fait ça. Parce que quand tu es lancé là-dedans, tu es lancé contre des hommes qui ont fait ça pendant 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans, tu sais. Fait que t'es vraiment... Tu passes d'un extrême à l'autre où est-ce que quand moi j'étais avec l'équipe réserve de l'Impact, j'étais parmi les joueurs les plus respectés. Euh, J'avais un certain niveau un certain statut dans la hiérarchie du club à ce moment-là. Puis au moment où est-ce que tu fais le saut, que tu fais tes premiers entraînements avec l'équipe pro, ben là, c'est comme tu passes du top au bas, puis là, c'est comme tout est à refaire. Je pense que c'est ça qui est vraiment challengeant euh, pour des jeunes qui percent dans un groupe pro. Euh, C'est un changement très drastique, en fait, là, en termes de perception du joueur que tu es. Là, si dans une équipe, tu es perçu comme tu dis, l'étoile du club ou peu importe, un joueur très respecté dans le club, après ça, tu arrives dans le club de l'Impact, puis qu'il fallait vraiment que tu fasses tes preuves, que tu es avec des vétérans, tu es avec des joueurs qui sont établis depuis plusieurs années. Justement, il y a ouais, cette perception-là qui est à gérer aussi du club, en fait. certainement. Puis aussi, je dirais qu'un autre facteur que peut-être les gens ne se rendent pas compte, c'est que
mettons, l'équipe pro, c'est composé de joueurs de. Mettons, le plus jeune, quand moi j'ai signé, j'avais 19 ans. J'étais le plus jeune, puis le plus vieux avait 36, 37 ans. Euh, Puis, tu as tous les âges. On était entre 25 et 30 joueurs. Je veux dire, tu as tous les âges. Puis, les joueurs qui sont là, c'est tous des joueurs qui étaient parmi les 2, 3 meilleurs euh, de leur catégorie au moment où ils sont passés pro. Fait que tu as juste comme un bassin qui passe de. Là, tu es avec un groupe, quand j'étais avec l'académie, avec la réserve, où est-ce que tu es comme le groupe de 20 joueurs, puis dans ce groupe-là, il y en a peut-être un, deux ou trois. Des fois, il n'y en a aucun qui va avoir la chance de passer avec la première équipe. Mais dans la première équipe, c'est tous des joueurs qui sont déjà passés par cette étape-là avant. Fait que tu as juste, mettons, les 2, 3 meilleurs de chaque groupe, de peu importe de où ils viennent, qui viennent de la France ou des États-Unis. Fait que ça, je dis pas que c'est les 2, 3 meilleurs joueurs de leur année dans leur pays, mais je veux dire, le moment où est-ce qu'eux sont passés pro, ils faisaient partie des 2, 3 meilleurs joueurs de leur club. Euh, Fait que là, c'est ça, tu passes, tu as la confiance du coach, tu as la confiance en toi aussi, parce que c'est quelque chose quand tu es, parmi les meilleurs joueurs de ton groupe d'âge, puis que tu sais que tu as une chance de percer chez les pros, puis que là, wow, OK, tout d'un coup, tu es mis dans un autre environnement, puis tu dois complètement te remettre en question, puis réajuster tes attentes, parce que là, tu arrives avec des joueurs qui ont des attentes qui sont pas mal plus hautes, parce que avant, tu étais habitué de toi être le standard que les autres regardaient, mettons, autour de toi. Là, c'est toi qu'il faut que tu te remettes en question, puis que tu regardes, OK, le joueur qui joue à mon poste, il fait ça en ce moment. Fait que moi, si je veux avoir une chance de jouer, il faut que non seulement je répète ce que lui est en train de faire, mais il faut que je le fasse encore mieux. Parce que sinon, Essaye le coach d'exceller ça. n'a jamais ça ne sera jamais une bonne raison pour le coach de changer un joueur qui est déjà établi par un joueur qui fait la même chose que lui. Il va falloir qu'il change par quelque chose qui est mieux que lui. Fait que c'est là où ça devient comme presque difficile à gérer même parce que tu vois que tu as encore tellement de croûte à manger puis tu as encore tellement de progrès à faire avant d'arriver à ce niveau-là que c'est là où ça devient comme soudainement tu passes de OK, là, l'objectif c'était de signer pro. Là, peut-être tu as réussi à faire ça. Puis là, c'est comme là, il faut que tu sois meilleur que le joueur qui soit à ton poste. Fait que pour ça, c'est comme si la piste de décollage elle venait de s'allonger de, je sais pas, de 3 km, de 5 km, puis là, il fallait encore que tu franchisses toute cette distance-là avant d'arriver même s'il n'y a pas de point final, mais arriver à ce niveau-là, mettons. Absolument. Puis comme tu le dis aussi, justement, l'aspect mental, il est difficile parce que justement, il y a des étapes qui se rajoutent comme ça au cours de ta carrière. Puis comment tu fais justement pour gérer ça, ce côté mental-là? Est-ce que tu travailles avec un psychologue sportif? Est-ce que dans l'équipe même, est-ce qu'il y a plus un sentiment de compétition qui est créé par rapport à ça ou il y a quand même de l'entraide, tu sais, de la coopération entre les joueurs pour justement s'aider à atteindre le niveau plus supérieur? Euh, OK, pour ta première question, il y avait quelqu'un qui travaillait avec l'équipe, un préparateur mental, qui était là autour de l'équipe à chaque entraînement, à chaque match, puis qui est une ressource, dans le fond, euh, pour que les joueurs puissent voir quelqu'un si jamais ils en ressentent le besoin. Mais c'était pas comme des séances qui étaient planifiées. C'était quelqu'un qui était là, qui était dans notre. C'était quelqu'un qui faisait partie du staff, qui était là à nos entraînements, qui n'allait pas donner des consignes, qui allait être là, qui allait regarder. C'était quelqu'un qui avait coaché aussi au soccer, fait qu'il connaissait très bien le milieu. C'était quelqu'un qui avait un peu la confiance de tous les joueurs, je dirais, qui était là sur le bord du terrain, regarder les entraînements. Puis, si jamais à la fin d'un entraînement, tu avais envie d'avoir une discussion avec lui, c'était super facile. Tu allais vers lui ou même des fois, c'était lui qui il faisait un peu la tournée des joueurs à la fin de chaque entraînement juste pour saluer tout le monde. Puis, c'était facile à ce moment-là de si jamais tu avais quelque chose qui te passait par la tête, de juste le partager avec cette personne-là. Fait que ça, il y avait quelqu'un qui était là pour nous guider, mettons.
Puis pour ta deuxième question, je dirais que il y a de l'entraide, mais il y a beaucoup plus d'aspects compétitifs que d'entraide. Parce que euh, au bout du compte, les joueurs qui ont leur place en ce moment, ils sont tous là pour garder leur place. Puis les joueurs qui n'ont pas leur place, ils sont tous là pour essayer de faire leur place. Fait que t'as un peu. C'est un mix qui est. Je pense que c'est un mix qui est vraiment bien géré dans les très, très bonnes équipes. C'est que tout le monde est capable de comprendre son rôle, de l'accepter, mais de ne pas avoir peur de le contester, mettons. Fait que je pense que Challenger ce rôle-là un peu. Puis, ouais, vraiment, je pense que genre ce qui fait que les bonnes équipes sont vraiment bonnes, c'est qu'il y a un. Déjà, tu as des bons joueurs, mais tu as aussi un groupe qui se pousse à chaque jour. Tu as une rivalité entre les joueurs qui est saine, dans le sens que les joueurs qui ne sont pas titulaires font tout en leur possible pour aller chercher cette place-là. Puis ça force les joueurs qui sont euh, en position de partant de jamais ou du moins possible de se poser sur leur laurier puis de se la couler douce. Tu sais, ça, c'est quelque chose que tu vois rarement. Mais c'est sûr qu'à certains moments, ça cause des frictions. Puis surtout quand tu es un joueur plus expérimenté, qui a du bagage, mettons, puis que tu as un petit jeune de 19 ans, 20 ans qui essaie de venir prendre ta te place. passer. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça revient encore à l'aspect mental. Il faut que tu aies la confiance en toi pour te dire que oui, tu as ta place à ce niveau-là. Puis il faut que tu aies aussi euh, une personnalité qui soit capable de le montrer aux autres, même si tu as 10 ans ou 12 ans de moins que ces joueurs-là. Puis c'est là où ça prend beaucoup, beaucoup de maturité, puis ça prend beaucoup de réflexion, puis d'action aussi, parce que c'est très facile de tomber dans une spirale où est-ce que tu commences à te poser des questions parce que tu as eu un moins bon entraînement. Puis c'est certainement quelque chose que j'ai appris à la dure dans mes années de formation. Puis quand je dis formation, c'est les 2-3 premières années que j'ai joué en pro, où est-ce que tu comprends un peu comment ça fonctionne, puis tu comprends qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour atteindre ce que tu veux. Ce que je voulais, c'était jouer le plus possible. Puis ça prend, dans mon expérience à moi, ça s'est appris en, en essai-erreur, puis en essayant aussi le plus possible de faire des recherches sur les trucs que je pouvais travailler, que ce soit dans le milieu euh, de la préparation mentale. Puis ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure que moi, en tant que sportif, j'ai écouté plein, plein, plein de podcasts parce que je pense qu'il y a énormément d'informations qui sont disponibles. Puis tu peux avoir du feedback d'athlètes qui ont été les meilleurs dans leur milieu. Tu peux essayer d'aller chercher des concepts à droite, à gauche qu'eux, ils ont réussi à implanter. Puis euh, c'est ça. Je pense que c'est une bonne ressource à avoir, mais ça se fait sur une longue période, puis c'est définitivement pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain. Je pense que il faut que tu aies la curiosité pour pouvoir le rechercher, puis après, il faut que tu viennes à chaque jour, à chaque entraînement pour le mettre en application, puis de réévaluer constamment pour voir où est-ce que tu es rendu par rapport au processus. Ouais, puis c'est ça, c'est dans le fond aussi, tu arrives à t'inspirer de sportifs, même s'ils sont pas dans le même milieu que toi, c'est d'aller chercher le meilleur de chaque personne, puis d'utiliser ça comme une ressource, c'est à ton avantage aussi, parce que c'est pas tout le monde, justement, comme tu dis, qui a la curiosité de faire ça, mais ça t'apporte encore plus au niveau sportif, mais personnel aussi, j'imagine, dans ta vision du sport, dans ta vision de ta carrière et de tous tes projets, que ce soit au niveau sportif ou personnel, là, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Même au niveau de la vie, je pense, j'avais un truc que j'ai vraiment changé drastiquement à partir du moment où est-ce que j'ai entendu plusieurs athlètes le travailler. Ça a été euh, tout ce qui a trait à la méditation, mais je sais que c'est un mot qui est souvent lancé genre comme ça, puis ça paraît un peu big shot, puis genre
c'est comme un peu over the top, mais la façon dont moi je le vois, c'est vraiment plus comme pour les gens qui sont pas trop au courant de la méditation, c'est vraiment juste comme de se concentrer sur une chose, puis de reconnaître le moment où est-ce qu'on a été déconcentré de cette chose-là, puis juste de revenir à la chose sur laquelle on va être concentré. Puis je pense que c'est tellement un concept qui est puissant pour n'importe quel sport. C'est-à-dire, dans n'importe quel sport, tu as tout le temps une tâche à faire. Tu as un truc sur lequel tu dois être concentré, puis tout le reste doit être le plus possible mis sur silence. Tu dois essayer de complètement faire abstraction du reste, que ce soit les adversaires, l'arbitre, les spectateurs, la passe que tu viens de rater une seconde avant ou le but que tu viens de rater ou même le but que tu viens de marquer. Il y a juste rien d'autre qui compte que la prochaine action que tu vas faire. Fait que, à partir du moment où est-ce que tu comprends ce concept-là, je pense que c'est quelque chose qui devient comment dire, empowering, qui dit en anglais. Ça te donne beaucoup de juste de confiance en ce que tu vas faire. Puis c'est quelque chose de vraiment fort quand tu te rends compte que même si tu viens de faire la pire erreur du match, la minute d'avant, ben que tu ne vas rien pouvoir changer, peu importe ce que tu fais. Ça a été fait, l'erreur a été faite, l'erreur a été faite. La seule chose que tu peux faire, c'est te projeter sur la prochaine action qui va arriver. Puis à partir du moment où tu comprends ça, en tout cas pour moi, ça a été quelque chose qui a été assez fort. Puis c'est jamais parfait. Même encore aujourd'hui, après quelques années d'avoir commencé à travailler avec ce concept-là, il y a toujours des ajustements à faire, puis il y a toujours une petite voix qui est bonne dans ma tête à juste me dire OK, fais juste revenir, là, l'action a été passée. Fait que ça, c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. Ouais, puis c'est quelque chose qui doit t'aider, j'imagine, à rester dans le moment présent, surtout dans un match qui est, au soccer, ça dure 90 minutes, un match, en fait. Là, donc, Ouais. c'est un long moment qu'il faut que tu restes concentré, puis qu'il y a tellement de choses qui peuvent te distraire, puis il y a tellement de facteurs alentour. J'imagine que ça doit t'aider vraiment à rester dans le moment présent dans des situations comme ça. Ouais, sérieux. En plus, tu l'as dit, un match de soccer, c'est 90 minutes. Puis, je sais pas si il y a beaucoup de monde qui suivent le soccer, mais juste rester concentré à regarder un match de soccer à la télé pendant 90 minutes, même pour moi, des fois, c'est pas toujours facile. Mhm. Fait que le jouer, je veux dire, il y a tellement de choses qui te passent par la tête. Des fois, ça n'a aucun rapport avec le match. Puis 90 minutes, c'est une longue période. Puis tu as même la mi-temps où est-ce que tu n'es plus dans l'action qui dure 15 minutes. Fait que tu as un autre 15 minutes où est-ce que, en gros, tu fais juste penser aux premières 45 minutes, puis tu essaies d'envisager un peu comment les prochaines 45 minutes vont se dérouler. Puis, je veux dire, tu as toutes sortes de pensées qui te passent par la tête, que ce soit ça peut être par rapport à la température. Est-ce que tu dis, mettons, une journée qui fait chaud, qui là, j'ai encore 45 minutes, puis tu sais que ça va jouer juste au courage, puis ça va être serré jusqu'à la fin. Fait que c'est ça. C'est une longue période, puis d'où l'importance du concept de rester dans le moment présent, c'est que c'est très facile de s'égarer dans ses pensées, puis de te rendre dans un endroit, une place mentale qui est pas du tout à ton avantage. Euh, Fait que ça, d'être capable ou d'essayer de rester dans le moment présent, puis d'essayer d'effacer de ta tête ce qui vient d'arriver pour te projeter sur la prochaine action, la prochaine passe, le prochain tir. Euh, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Ouais, puis c'est tellement un travail que tous les athlètes font, peu importe le sport. Je pense que tout le monde peut se reconnaître dans ce que tu dis, dans le fait que pour n'importe quel athlète, c'est tellement difficile de rester dans le moment présent dans une situation de stress ou dans une situation que la pression est à son compte, puis qu'il faut vraiment que tu restes concentré, puis tu restes dans le moment présent. Je pense que vraiment les athlètes peuvent vraiment s'identifier à ce que tu partages présentement. C'est vraiment inspirant. Puis j'aimerais qu'on parle en fait, parce que évidemment, tu as changé d'équipe quelques fois. Euh, Au soccer, en fait, tu as voyagé beaucoup, tu as joué à Montréal, comme tu l'as dit. Tu as aussi joué à Ottawa, en Europe. Là, maintenant, tu es à Saint-Louis. C'est quoi le plus grand défi, en fait, quand tu changes d'équipe, quand tu arrives à un nouvel endroit ou dans une nouvelle organisation? Euh, Comment tu gères ça, justement, ces changements-là?
Euh, je pense qu'au début, tu sais pas comment t'ajuster, puis tu apprends un peu, tu apprends sur le moment. Je sais que moi, quand je suis passé de l'Académie de l'Impact jusqu'à avec les pros, euh, ça, c'était probablement le plus gros changement d'environnement que j'ai eu à vivre, même si on s'entraînait à la même place, même si je connaissais les personnes qui étaient là. C'est juste en termes d'attente, en termes de niveau, en termes de standard, en termes de grosseur, c'est un gros ajustement à faire. Puis je dirais que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé par la suite dans ma carrière parce que c'est comme si, je dirais que l'impact, c'est probablement le niveau le plus haut que j'ai joué jusqu'à maintenant dans ma carrière. Euh, Fait que d'avoir eu ces attentes-là euh, aussi tôt dans ma carrière, euh, ça m'a permis, après, dans chaque transition, de le vivre de façon un petit peu plus smooth parce que les attentes de l'extérieur, mettons. Les attentes personnelles, c'est autre chose, mais les attentes de l'extérieur n'ont jamais été à ce niveau-là. Euh, Puis je dirais que ça a été une bonne chose puis une mauvaise chose parce que sur le moment, à Montréal, ma première année, c'est vraiment bien passé. J'ai réussi à avoir plusieurs matchs, plusieurs minutes, des bonnes performances aussi, puis j'avais eu un peu l'approbation de la part de coéquipiers, du coach, comme quoi je faisais bien, puis ça, c'était quelque chose de vraiment agréable sur le moment. Puis après ça, à partir de la deuxième saison, il y a eu beaucoup de recrutement qui a été fait, dont à ma position. Fait qu'on s'est retrouvé avec pas mal plus de compétition au poste où est-ce que je jouais. Puis ça a fait que euh, j'ai eu peut-être un peu de difficulté euh, à faire la part des choses entre savoir pourquoi je jouais pas, puis juste de l'accepter, puis pas nécessairement. J'ai l'impression de ne pas avoir compris pourquoi j'étais pas plus considéré par le coach que ça. La deuxième saison, par exemple, j'ai juste fait 2 apparitions avec l'équipe première. À ma première saison, j'avais signé à partir de la mi-saison, puis en une demi-saison, j'avais joué, je pense, euh, 7, 8 ou 9 fois avec la première équipe, dont 4, si je ne me trompe pas, 4 départs. Fait que c'est des matchs que j'avais commencé, donc j'étais Mhm. le choix Le partant. préféré du coach. Fait que ça, c'est des choses qui étaient des bons indicateurs que ça se passait bien pour moi et que je faisais les bonnes choses. Puis après ça, avec toute la compétition qui est arrivée, au début de la saison, c'est comme tu l'acceptes, et comme OK, je vais travailler fort. Puis après ça, vient un moment où est-ce que ça devient difficile de suivre son chemin, mettons, puis de rester complètement focalisé sur les choses que tu contrôles. Tu tombes un peu sur. Pour moi, ça a été. Je me suis laissé un peu déconcentrer par ce qui se passait autour, puis peut-être un petit peu trop sur le fait que j'arrivais pas à faire ma place, puis que euh, c'était peut-être quelque chose que je devais prendre mon mal en patience, mais continuer de faire les choses qui avaient fait en sorte que j'avais eu du temps de jeu à la première saison. Puis je me suis comme un peu perdu mentalement pendant ces 2 années-là, ma deuxième, ma troisième année, où est-ce que ça a été formateur, mais sur le moment, ça n'a pas été facile parce que j'avais pas les résultats que je voulais. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a permis par la suite, dans toutes les autres équipes avec lesquelles j'ai joué, de comprendre où est-ce que je me situais en arrivant, euh, puis de savoir, pas nécessairement de savoir, mais avoir une meilleure idée de quoi faire pour devenir un joueur important du groupe dans lequel j'étais. Absolument. Puis en fait, ça a vraiment été comme difficile sur le coup, mais après ça, c'est quelque chose qui a été super formateur pour toi. Euh, Puis j'aimerais ça qu'on parle maintenant. Là, tu es à Saint-Louis, tu es établi là-bas. Tu allais commencer ta saison cette année avec eux. Euh, c'est quoi la dynamique là, maintenant dans cette équipe-là? C'est quoi ton rôle? Puis comment tu envisages la suite des choses dans cette équipe-là, en fait? Euh, mon, mon rôle, je dirais que en arrivant à Saint-Louis, je me suis euh, vraiment pas mis de pression. Puis je dirais que c'est la fois dans ma carrière jusqu'à maintenant où est-ce que j'ai été
le plus en confiance puis le plus détendu par rapport à une arrivée dans un nouvel environnement. Juste plus dans le laisser aller puis de pas trop me faire d'attente puis d'essayer de réfléchir à comment ça allait se passer avant de vivre la situation en question. Euh, Puis ça a très bien tourné. Puis je dirais que on a juste joué un match, donc je peux pas dire que je suis un joueur important pour l'équipe parce qu'il n'y a pas assez un échantillon important. Mais je peux dire que par rapport à la pré-saison que j'avais faite, puis par rapport au premier match de la saison que j'avais fait, puis on s'est entraîné pendant au moins 2 mois et demi avant que la saison soit arrêtée. Euh, Puis je sentais que je faisais ma place comme quelqu'un qui était important pour l'équipe, qui comprenait son rôle, mais aussi qui savait qu'il pouvait tirer un groupe vers le haut. Puis que j'ai de moins en moins peur, ou je suis de plus en plus confortable avec le fait de dire ce qui me passe par la tête, puis juste de dire ce que je ressens aux autres joueurs, que ce soit sur le terrain. Puis ça, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été aussi facile, parce que j'ai l'impression d'être quelqu'un de quand même assez réservé quand je suis avec des gens que je connais moins. Je suis très, très, très libre. Mettons, quand je suis avec mes amis proches ou avec ma famille, c'est facile pour moi de me laisser aller. Mais quand je suis avec des gens que je connais un peu moins, j'ai toujours un petit peu plus toujours un petit peu plus réservé. Mettons que je m'en garde un petit peu sous la pédale, puis c'est difficile de juste me laisser aller complètement sans réfléchir à ce que les autres vont penser. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui freine tellement de monde, peu importe le contexte dans lequel ils sont mis. Puis c'est un autre concept que j'ai compris en faisant mes recherches autour de la préparation mentale, c'est que, en fait, il y a très peu de personnes qui vont vraiment qui passent du temps à penser à ce que toi, tu es en train de faire. Tout le monde pense à ce qu'ils sont en train de faire eux autres. Puis, je pense que c'est vraiment une grosse perte de temps d'essayer de prédire comment les autres vont te percevoir. Puis, une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, ben, j'ai juste à faire ce que moi, je pense qui est bon sur le moment, puis de pas réfléchir à ce que les autres vont peut-être faire de ce que je viens de faire ou de ce que je viens de dire. Puis ça a été quelque chose qui a été grandement libérateur parce que ça m'a permis d'être juste plus moi-même, plus libéré. Puis ça, on sait que c'est des choses qui sont vraiment importantes pour un athlète, surtout au niveau. Absolument. Puis vraiment, tu le dis bien, là, c'est quelque chose que dans n'importe quel contexte de vie, on peut s'identifier. Là. Je veux dire, juste de s'affirmer à la base, que ce soit dans nos opinions, dans nos pensées, c'est quelque chose que ça prend quand même du courage parfois de faire selon le contexte dans lequel on est. Puis le fait que tu arrives à faire ça justement dans ton sport, dans ta carrière sportive, je pense que c'est vraiment quelque chose. En tout cas, je t'encourage puis je te souhaite que ça continue dans cette lignée-là. Ouais, non, sérieux. Même, tu le dis bien, sérieux, peu importe ça peut être juste dans un cercle d'amis où est-ce que tu penses à quelque chose ou que tu aimerais ça dire quelque chose, mais tu te dis, ah, peut-être que les autres ils vont penser que ça, c'est pas intelligent ou que c'est pas d'une façon ou d'une autre, puis que tu t'empêches de faire quelque chose à cause de ce que les autres vont peut-être penser. Tu sais, fait qu'il y a tellement de si, genre, c'est, euh, c'est vraiment pas. Je pense que c'est plus destructif que constructif de penser comme ça. Euh, donc, puis même, j'allais dire, par rapport à ton podcast, je trouve que ça serait à un certain niveau une preuve de ce que je viens de dire. C'est que je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ont entendu des podcasts dans leur vie et qui se disent ah, ça serait vraiment nice si je pouvais genre parler avec des gens qui sont inspirants puis essayer euh, de présenter ça à une audience ou à des gens qui aimeraient ça écouter puis qui ont été freinés juste par l'idée de ah, il y a peut-être pas vraiment beaucoup de gens qui ça va intéresser ou il va peut-être avoir. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, absolument. Fait que je pense que ça, c'est cool que toi, mettons, tu mettes ça de l'avant parce que je suis presque sûr que tu as eu des questions avant de commencer, mais que le fait que tu te lances quand même dans le projet, je pense que c'est un bon exemple de juste faire ce que tu as envie de faire puis de laisser les choses arriver par la suite puis essayer de ne pas prédire comment les autres vont réagir ou comment ça va peut-être se passer puis juste de le faire.
Ouais, t'as totalement raison parce qu'au début, la première chose que je me suis dit, c'est il y a peut-être personne qui va vouloir écouter ça, mais je me suis dit, après, je me suis dit, ben, OK, ben, même s'il y a personne qui a écouté ça, moi, j'ai envie de le faire, puis j'ai envie de m'inspirer de ça, puis j'ai envie de m'inspirer de d'autres athlètes qui, tu sais, j'ai été athlète aussi, donc j'ai envie de m'inspirer d'autres personnes avec qui je peux partager des choses qu'ils ont vécues, des expériences, des leçons de vie aussi. Fait que je me dis, bon, si moi, ça peut m'être bénéfique, puis si en plus, en bonus, il y a des gens qui ont envie d'écouter, ben, pourquoi Ouais, pas offrir ça à tout le monde, tu sais. Fait que, ouais. non, Puis t'as le droit de rire dessus. sérieux, un autre truc en plus, c'est euh, comme quel meilleur moment qu'en ce moment pour le lancer. Je suis sûr que la situation en ce moment, autant c'est désagréable à certains moments parce que tu peux te dire qu'il n'y a rien à faire, ou autant c'est un moment probablement qui ne va jamais réarriver dans notre vie, où est-ce que tout va être mis sur pause, puis que littéralement, tu as toute la journée, je parle pas pour tout le monde, là, il y a des gens qui continuent de travailler, mais je veux dire, il y a plein de gens qui sont dans une situation où est-ce que euh, ils ont tellement plus de temps à l'habitude, juste pour consacrer du temps à n'importe quoi, ce qu'ils veulent, euh, puis que toi, tu décides de lancer ça à ce moment-là, de un, c'est cool parce qu'il y a probablement plus de gens maintenant qui vont avoir du temps pour écouter des trucs, mais de deux, c'est facile aussi de dire peut-être que, mettons, dans 2 mois, je vais être plus prêt, ou dans un an, je vais avoir écouté plus de podcasts, je vais savoir, je vais être plus préparé. Puis ça, c'est un autre truc que je pense qui est cool à comprendre, de juste que il y a rarement un meilleur moment que maintenant pour commencer quelque chose, parce qu'il y a tout le temps des trucs qui vont mal se passer au début, mais que les leçons que tu vas en tirer vont être, euh, vont être bonnes parce que tu vas les comprendre plus vite que si tu avais commencé dans un an, où est-ce que tu vas encore faire des erreurs, même si tu es mieux préparé, mettons. Ouais, puis des situations comme ça fait remettre les choses en perspective aussi. Tu sais, justement, tu te dis tout est sur pause, donc tu sais, c'est là que tu réalises, ah ben peut-être que je pourrais essayer d'autres projets, je pourrais voir d'autres choses qui s'offrent à moi. Tu sais, la vie est tellement remplie de plein d'opportunités puis de portes ouvertes, mais des fois, on refuse de les voir ou on n'a juste pas le temps de les voir, ces portes-là. Donc, Bref. dans n'importe quel aspect de notre vie, en fait, on peut aller explorer ça, surtout présentement avec le fait que tout est sur pause puis on a le temps de tout regarder ça, ces options-là qui s'offrent à nous, là. Mhm. Puis, même, dernier truc que je dirais là-dessus, c'est que je suis sûr que le monde s'en rende compte, c'est que c'est tellement facile de se laisser aller, puis d'un peu de gaspiller, puis de perdre son temps sur des trucs, que ce soit les réseaux sociaux, ou, je veux dire, regarder des trucs sur Netflix. Il y a certainement du bon dans ça, mais je veux dire, c'est très facile, surtout en ce moment, d'en faire trop. Euh, puis c'est un des trucs que j'essaie de me dire en ce moment dans toute cette situation-là, puis qui me permet de garder un peu euh, une ligne qui me guide, c'est de me dire, je veux pas passer cette période-là, puis euh, que ça se termine, puis que je regarde après, puis que je dise, man, si j'avais genre juste passé un petit peu plus de temps à faire des trucs qui m'auraient été vraiment bénéfiques pour la suite, ou que j'avais mis mon temps dans des trucs qui sont... Puis ça, encore, je veux dire, ça peut ressembler à n'importe quoi, dépendamment de la personne qu'on est, mais juste de comprendre que c'est du temps qu'on a, puis c'est une opportunité qu'on a pour faire quelque chose de nouveau, ou pour faire quelque chose qu'on aime. Puis peut-être que c'est... Même moi, il y a une période où est-ce que j'ai regardé plein de films, mais parce que j'avais envie de regarder des films, puis euh, je m'étais fait comme une liste, puis je voulais essayer de voir des trucs que j'avais souvent mis à plus tard, dans un horaire plus normal. Euh, Fait que c'est pas juste du mauvais par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à Netflix, par rapport à ces trucs-là. Euh, mais juste vraiment d'essayer de comprendre, puis de se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire en ce moment, puis d'essayer de foncer là-dedans, peu importe ce à quoi ça ressemble. Ouais, parce que on a le luxe présentement d'avoir, ben, pour certaines personnes, on a Mhm. le luxe d'avoir du temps, ce que dans la vie normale qu'on avait, on n'en avait pas. Donc, c'est sûr que je trouve que c'est tellement bien ce que tu dis, dans le sens que il y a un problème qui s'est présenté face à la société, face au monde entier, mais que on est capable de transformer ça en opportunité plutôt qu'en problème, puis opportunité de faire
la réflexion par rapport à nous-mêmes ou par rapport à juste ce qui s'offre à nous dans la vie aussi, là, tout Ouais, simplement. vraiment. Même en termes de société, que ce soit par rapport aux habitudes qu'on a ou aux trucs qui pourraient être possibles de changer. Je sais qu'il y a eu des choses qui ont été dites par rapport au changement climatique, comme quoi la qualité de l'air était meilleure maintenant qu'il y avait moins de personnes qui utilisaient les voitures. Je pense que ça, c'est une chose parmi tant d'autres, mais juste une réflexion par rapport aux choses qu'on fait, puis qu'en ce moment, on a une chance un peu d'appuyer sur le bouton restart, puis de recommencer un peu à zéro au moment où est-ce que ça commencera les choses commenceront à réouvrir. Fait que ça Ouais, serait agréable de ne pas passer à côté de cette occasion-là. absolument. Ça remet les choses en perspective, tout simplement. Vraiment, vraiment. J'aimerais qu'on parle un peu là, de la situation du soccer au Québec. On change de sujet un peu. En fait, parce qu'on le sait, le soccer au Québec, là, ça monte en popularité là, à un niveau incroyable. C'est rendu même, je pense qu'il y a plus de gens qui jouent au soccer, qui jouent au hockey. Ce qui est Mhm. à une époque, je veux dire, c'est impensable que ça soit arrivé, cette situation-là. Selon toi, c'est d'où que ça vient justement cette popularité-là pour le sport du soccer? Toi qui es là-dedans depuis tellement longtemps, tu as vu ce sport-là grandir, puis tu as vu l'évolution de tout ça. Là. Comment tu expliquerais ça, en fait? Hmm. Premièrement, je dirais que c'est le sport le plus populaire dans presque tous les sports au monde, dans presque tous les pays au monde. Fait que ça, je pense que c'est un gros. Ça contribue pour beaucoup. C'est rare où tu vois un pays où est-ce qu'il ne s'est pas pratiqué du tout. Je ne sais pas si ça existe. Fait que juste le, l'impact que ça peut avoir, que ce soit aussi populaire à travers le monde. Puis maintenant, avec la télé, tout ça, c'est tellement facile de suivre, peu importe le sport. Je pense que le soccer, c'est le fait que ça ait une popularité aussi importante à travers le monde, d'une façon ou d'une autre, ça allait arriver au Québec et au Canada à un moment donné, puis de façon plus importante, je dirais. Puis de deux, je dirais que c'est un sport qui est super accessible. Ça coûte pas mal moins cher que d'autres sports de commencer. Fait que je pense que c'est une bonne raison pour des parents qui ont envie que leur enfant commence un sport. Puis le fait que ce soit un sport d'équipe, euh, ça fait en sorte que ton enfant va interagir avec d'autres enfants. Puis on sait que ça peut amener des bonnes choses aussi. Que ce soit de travailler en équipe ou juste d'apprendre à vivre dans un groupe. Puis aussi, quand tu es plus jeune, de se faire des amis. Moi, il y a tellement de monde que j'ai connu à travers le soccer que j'aurais jamais connu sinon, puis qui sont parmi mes meilleurs amis maintenant. Puis que, c'est comme je dis, si ça n'avait pas été du soccer, j'aurais eu aucune chance de connaître ces personnes-là. Ça, c'est quelque chose de vraiment cool. Fait quoi, je dirais que juste le fait que ce soit un sport tellement populaire à travers le monde, c'est un gros facteur. Puis le fait que ce soit assez accessible, puis c'est un truc qui se fait l'été en plus, c'est probablement quelque chose qui donne un break aux parents quand ils ont des enfants qui sont un peu hyperactifs. Absolument. Puis, est-ce que tu penses, tu sais, en fait, tu as vu, toi, quand tu as commencé, les ressources qu'il y avait et tout, puis maintenant, vois-tu qu'il y a une différence? Y a-t-il quelque chose qui a changé aussi dans la mentalité, mettons, de fédération sportive au niveau du soccer, là, en ce qui a trait, mettons, au support envers les athlètes, puis pour les encourager justement à devenir des meilleurs joueurs, puis de développer ça encore plus? Y a-t-il des choses qui ont vraiment changé drastiquement au fil des années? Ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à dire pour moi en ce moment. Je pense qu'il faudrait que je sois plus dans une position où est-ce que euh, je vois ce qui se passe d'un point de vue administratif, puis comment les clubs sont gérés. Fait que c'est difficile d'avoir une, une vue d'ensemble, mettons, par rapport à ce qui a vraiment changé de quand moi je suis passé par, mettons, il y a 10 ans par rapport à maintenant. C'est difficile pour moi de dire qu'est-ce qui a changé vraiment. Je sais que pour moi, il y a certainement des choses qui n'étaient pas là 10 ans avant que moi je passe. Par exemple, euh, quand j'étais plus jeune, à 16, 17 ans, quand les Jeux du Canada ont été annoncés qu'ils seraient à Sherbrooke en 2013, je pense que c'était 2013, il y avait
un programme en Estrie qui avait identifié les athlètes qui avaient le potentiel d'être à ces Jeux-là. Puis, ils ont comme mis en place une structure où est-ce qu'ils aidaient ces athlètes-là du mieux qu'ils pouvaient. Fait que ce soit financièrement, en essayant de couvrir, il y avait plein de choses. Il y avait avoir accès à un nutritionniste, à un massothérapeute, une salle de gym, si jamais ce n'était pas le cas avec ton sport, euh, préparateur mental. Ils faisaient des deals avec des boutiques pour des articles de sport, que ce soit des suites de course ou des trucs que tu avais besoin par rapport à ton sport. Puis ça a été quelque chose qui a tellement eu un impact positif sur les athlètes, puis probablement aussi sur la communauté du sport en Estrie, qu'ils ont décidé de continuer après les Jeux du Canada. Fait que ça a commencé, je pense, en 2011. Le groupe s'appelle Excellence sportive Sherbrooke. Puis, au début, ça s'appelait Impulsion, je pense. Impulsion, ouais, en tout cas, c'est pas vraiment important. Mais en gros, ça a tellement été bien reçu qu'ils ont, à ce jour, ce groupe-là continue d'exister puis continue de faire du travail pour les athlètes d'un certain niveau en Estrie. Fait que ça, je trouve que c'est... Ça, je suis certain qu'il n'y avait pas ça 10 ans avant que moi, je passe. Puis c'est quelque chose qui a fait une énorme différence dans la carrière de plein d'athlètes en Estrie. Puis si j'avais à donner une différence, ce serait probablement celle-là. Puis encore récemment, je veux dire, à chaque fois que moi, je reviens à la maison l'hiver ou l'été, dépendamment de comment s'est passée ma saison. Quand j'étais en Europe, la saison morte est en été. Maintenant, en Amérique du Nord, c'est en hiver. Quand je reviens à Magog, eux continuent de me donner un abonnement à une salle de gym. Fait que c'est des petits trucs qui vont vraiment loin. Puis quand ils réussissent à avoir un impact sur autant d'athlètes, je pense que c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Ça. C'est le fun de voir qu'un programme qui était à la base implanté juste pour les Jeux du Canada en 2013, que tu dis, c'est le fun de voir que ça a persisté, ça a continué à travers le temps, puis c'est encore là aujourd'hui. Je pense que Ouais. ça Puis montre à quel point c'est apprécié aussi par les athlètes. Ouais. Puis c'est géré par du monde vraiment incroyable qui sont complètement dédiés à la cause, puis qui font tout en leur possible pour essayer d'améliorer les conditions de ces athlètes-là. Puis pour ça, c'est vraiment cool quand on fait partie de cette famille-là. Ah, tellement. Je suis bien d'accord avec ça. Je pense qu'il en faut des institutions comme ça. Je pense que c'est ce qui fait vivre le sport aussi, puis qui fait que le Québec se démarque aussi au niveau international, national, dans plusieurs sports, en fait. Ouais, je sais pas si, je pense pas que j'ai vraiment répondu à ta question, mais Ben, c'était quand même, mieux que j'ai fait. c'est parfait. On va passer à des petites questions en rafale, en fait. OK, Donc, c'est des questions bien simples. La première chose qui te vient en tête, là, que tu peux marche. répondre. Est-ce que tu as un repas particulier que tu manges avant tes matchs? Non, pas avant mes matchs, mais il y a définitivement un repas particulier que je mange à chaque jour, sans exception, c'est du griot. Puis le monde qui me connaît en ce moment, ils sont sûrement en train de rire parce que j'en parle tout le temps. Euh, de un, parce que j'en parle parce que c'est vraiment bon. Puis, selon moi, c'est extrêmement santé. Fait que c'est pas quelque chose que je mange nécessairement avant mes matchs, parce que les matchs, souvent, c'est le soir. Puis c'est plus souvent quelque chose que je mange le matin. Même si des fois, ça va arriver que je vais le manger le soir parce que c'est tellement bon. Mais sinon, avant chaque entraînement, c'est la chose qui me propulse. Puis définitivement ça. Ça part bien ta journée. Ça serait quoi pour toi un match le plus marquant auquel tu aurais participé? Euh, ma première année avec l'Impact, dans la saison, ça se passait pas super bien en termes de classement et de résultats, mais on avait une compétition en parallèle. On essayait de se qualifier. En fait, on s'était qualifié pour la Ligue des champions de la CONCACAF. Puis, à ce moment-là, on était en phase de groupe
c'était des groupes de 4 dans le fond, puis les 2 premiers il y a plusieurs groupes passent au stade d'après qui est les 16e de finale, je pense, si je ne me trompe pas. Puis il y avait 2 matchs dans lesquels j'ai participé dans cette phase de groupe-là, dont un qui avait été comme titulaire, puis j'avais joué tout le match. C'était contre New York, l'équipe de Thierry Henry. Au moment où il jouait, il n'avait pas joué ce match-là, mais c'était son équipe. Puis on avait gagné 1-0, c'était à Montréal. Puis je me souviens que j'avais joué un bon match. Puis c'était comme tellement une bonne satisfaction de me rendre compte. Tu sais, il y a tellement de choses que j'avais faites pour arriver là. Puis de se rendre compte que tout le travail que tu as fait, ça t'a permis d'être là où tu pensais que tu pouvais arriver. Même si je n'étais pas le meilleur joueur de ce match-là, juste de savoir que j'avais ma place dans ce match-là, à ce niveau-là, ça, c'est quelque chose qui est vraiment fort, je pense. Ah, je suis vraiment d'accord. Puis en même temps, c'est le sentiment d'accomplissement aussi déjà de ton objectif, sûrement un rêve, en fait, là, Ouais, de se rendre clairement. à ce niveau-là. Est-ce que tu as une superstition ou une routine avant un match, peu importe, un entraînement? As-tu des petites habitudes comme ça? J'essaie de faire de la visualisation au moins une fois. Si je suis bon, je vais le faire à chaque jour, chaque 2 jours. Mais définitivement, j'essaie de faire une priorité de le faire le soir avant un match. Puis après ça, à travers la journée, je vais me prendre des petits moments pour essayer de revenir à ce que je me vois faire pour le match du jour en question. Puis c'est juste me voir en train de faire des trucs qui sont plus difficiles à faire ou des trucs sur lesquels j'ai travaillé récemment. Juste me voir en train de les exécuter en différentes circonstances, que ce soit avec beaucoup de pression, avec pas beaucoup de pression, en essayant d'intégrer toutes les, les sensations qui vont être présentes dans le match, que ce soit le bruit de la foule, le, le bruit de la foule si on joue à l'extérieur puis qu'ils sont contre nous. Une situation où est-ce que je vais avoir raté une action, comment répondre par la suite. Fait que tout plein de petits trucs comme ça que j'essaie de me voir faire puis de me voir bien faire, ou si je me vois mal le faire, comment je vais réagir à la suite de cette action-là. Ça, c'est des choses qui fonctionnent bien pour moi puis j'essaie de garder dans ma routine avant les matchs. Ah, cool. Ce serait qui ton idole de jeunesse? Jeunesse, premier nom, je dirais Thierry Henry. En plus, tu as eu la chance de jouer contre son équipe. Ouais, ça, c'est sérieux, une de mes déceptions. J'ai jamais joué contre lui sur le terrain. J'ai joué 3 fois contre son équipe, puis les 3 fois, il n'a pas joué. Fait que ça, c'est un peu décevant. C'était pas dû. Non. Ce serait quoi la chose que tu aimes le plus faire pendant ton off-season, la saison morte? J'aime vraiment ça depuis quelques années de faire du vélo. Les 2 dernières saisons off, je suis allé dans le sud avec mon père et mon oncle, qui sont 2 gros fans de vélo. J'ai la chance d'avoir un oncle qui habite en Californie, à Los Angeles. Fait que on voyage là, puis on essaie de se planifier genre une semaine où est-ce qu'on va faire du vélo ensemble. Ça, c'est vraiment quelque chose que je chéris très fortement. C'est très cool, en effet. J'aimerais qu'on finisse l'entrevue, en fait, avec une partie plus rétrospective. Donc, des petites questions pour faire un retour en arrière. OK. J'aimerais savoir s'il y a une personne dans ton parcours qui est dans l'ombre, quelqu'un qu'on n'a pas vraiment aidé, qui a été là dans ton parcours, mais que vraiment, cette personne-là a eu un impact majeur dans ta carrière, dans ta vie, puis que sans cette personne-là, tu ne serais pas où tu serais rendu aujourd'hui, mais que cette personne-là n'est pas dans sa première page du journal, là, nécessairement. Là. Donc, définitivement pas mon père, parce que mon père a eu sûrement beaucoup de crédit, ce qui est normal, parce qu'on est, comme il a été dans le milieu pendant toute sa vie, je vous avais toujours un gros lien entre nous deux, puis ce qui est normal. Je dirais probablement ma mère, parce qu'il n'a jamais
je veux dire, le monde qui sont à l'extérieur de Magog, il y a personne qui connaît ma mère. Puis c'est juste quelqu'un qui, sans nécessairement avoir un impact sur la façon dont je voyais le soccer, c'est quelqu'un qui a fait du sport dans sa vie, puis qui comprend vraiment bien comment je me sens souvent. Puis sans qu'on échange nécessairement beaucoup. C'est quelqu'un qui a toujours les bons mots, peu importe la situation, que ça se passe bien ou que ça se passe moins bien. Puis qui est vraiment important pour moi. Fait que, je dirais probablement ma mère. C'est une excellente réponse, en fait, c'est un très beau témoignage. Puis je pense que sans nos parents, on ne peut pas se rendre où qu'on est en tant qu'athlète, peu importe Ouais. le sport qu'on fait. Là, C'est ils ont vraiment, tellement un... c'est vraiment répétitif. C'est vraiment genre la première chose que les athlètes ils disent souvent. Mais je pense qu'une fois que tu es passé à travers le cheminement puis que tu as dédié, mettons, plus qu'une 10-15 d'années de ta vie à faire ce que tu fais, c'est quelque chose qui devient presque incontournable. Certainement, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement des bonnes relations avec leurs parents, puis ça peut arriver qu'ils sont quand même des sportifs formidables. Mais je pense que pour la majorité des sportifs, leurs parents, c'est les personnes qui ont été là, peu importe l'étape à laquelle ils étaient rendus. Puis c'est tout le temps la personne vers qui tu te retournes quand ça se passe un peu moins bien ou avec qui tu veux partager tes succès quand ça se passe bien. Fait que c'est juste incontournable d'une façon ou d'une autre de se Absolument. retourner vers ces personnes-là. Fait que c'est un peu la réponse par défaut, la réponse plate, mais c'est souvent la réponse qui est vraie. En même temps, moi, je me dis toujours, si c'est un peu un cliché, c'est parce qu'il y a une raison derrière ça. Ouais, C'est parce que c'est une réponse qui est évidente pour des raisons qui, comme tu dis, sont incontournables. Là, tu sais. Donc, totalement d'accord. t'aurais-tu une anecdote, une mésaventure, quelque chose qui t'est arrivé, que ce soit dans un match, peu importe, là, une pratique, quelque chose qui t'est arrivé qui est plutôt unique ou qui est assez invraisemblable, mais que ça t'est arrivé en fait? OK, on a dit qu'il fallait que je dise la première chose qui me passait par la tête. La première chose qui m'est passée par la tête, c'est que quand je jouais en France, euh, il y a des jours où est-ce que le lendemain des matchs, vu qu'on n'a pas d'entraînement, j'allais faire comme une petite sortie de vélo, euh, genre pour récupérer, puis juste pour faire autre chose que du soccer. Puis ça paraît hyper stagé que je dis ça autant spontanément, mais c'est vraiment la première chose qui m'est passée par la tête. C'est quand même une drôle d'histoire. Euh, J'étais parti pour faire quand même une bonne distance, mettons 40 km. Puis je me sentais super bien ce matin-là. Fait que j'étais parti sans trop manger beaucoup avant de partir, puis sans m'amener de collation. Je me suis dit, je vais juste faire 40 km, ça va probablement me prendre 1 heure et demie. Je vais revenir, puis je vais faire ma journée. Fait que je fais la loupe que j'avais pensé faire. Puis en complétant la loupe, je me sentais tellement bien que je me suis dit, sérieux, je me sens trop bien, je vais en faire une deuxième. Fait que la différence entre 40 et 80 km pour les gens qui font pas beaucoup de vélo, c'est quand même substantiel, pour dire. Puis, fait que je suis parti, deuxième loop, sans ravitailler, sans rien, pas plus d'eau, pas plus de bouffe. Puis, arrivé à peu près au 60e kilomètre, au point le plus loin, littéralement, de où j'habitais, euh, j'ai pogné comme un gros coup de fringale parce que je pouvais plus rien faire. C'est comme si j'avais frappé un mur. C'est comme si j'avais été mis KO par un coup de poing. Fait que j'étais juste comme... Je faisais tout pour pas... juste rester dans ma ligne sur la route, puis je me concentrais au maximum quand il y a des voitures qui arrivaient à contresens juste pour pas faire de manœuvres stupides, jusqu'à un point où est-ce que je suis vraiment littéralement en plein milieu de nulle part. En France, où est-ce que j'habitais, c'était une toute petite ville, à peu près de la grosseur de Magog, mais vraiment, vraiment plus concentrée. Puis là, j'étais un peu à l'extérieur, fait qu'il n'y a absolument rien, c'est des champs. Puis j'arrive à une place où il y a comme une rue, en plein milieu des champs, il y a 3 maisons. Puis je fais juste laisser mon vélo tomber, puis je me garoche dans le foin par terre. Puis là, je me demande qu'est-ce que je vais faire. Tu sais, je connais vraiment pas grand monde en France. Fait que j'ai mon téléphone, mais je suis vraiment en train de me demander qu'est-ce qui va se passer. Puis au moment où est-ce que je me relève, il y a une voiture qui se stationne dans l'entrée de la maison, littéralement en avant de laquelle je me suis étendu. Puis
Puis la personne a sûrement vu que j'étais en détresse. Fait que là, c'était un gars qui sort puis il dit est-ce que tu es correct? Puis là, au début, juste par fierté, je suis comme ouais, je suis correct, faisant semblant que tout allait bien. Fait que le gars, il rentre dans sa maison. Puis 2 minutes après, je me dis sérieux, il n'y a aucune façon que je puisse retourner chez moi tant aussi longtemps que je n'aurais pas mangé quelque chose parce que je ne peux rien faire en ce moment. Fait que je marche avec le vélo, je m'en vais cogner à la porte. Puis c'est quelqu'un de différent qui répond. Fait que là, c'était vraiment malaisant. C'était probablement un monsieur d'à peu près 75 ans qui répond. Fait que là, j'explique la situation. J'ai dit que j'ai pas de bouffe. Je demande si je peux remplir mes bouteilles. Fait que là, il dit ouais, pas de problème. Super chaleureux, super accueillant. Il dit ben rentre. Fait que là, je laisse mon vélo. Puis je rentre dans leur maison. Puis je me retrouve, pour faire une histoire courte, je me retrouve sur le balcon avec leur famille. Il y a genre le gars que j'ai vu qui s'est stationné, qui a probablement, je sais pas, 30-40 ans. Puis ses parents qui sont là. Puis je me retrouve avec eux à manger du gâteau sur le balcon avec des gens que je connais pas du tout. Des inconnus. Hein? Ouais, c'est ça. Puis j'ai fini, la madame avait fait un gâteau qui était succulent. Puis au début, je me sentais un peu mal. Puis elle m'a fait sentir super à l'aise. J'ai fini par manger la moitié du gâteau. C'était du sucre, c'était bon, j'en avais besoin. J'ai pris un café, tout ça en genre 15 minutes. Les gens, ils se demandaient de où je sortais, en plus avec mon accent qui n'était pas habitué. Ouais. Pour eux, ils devaient se dire que c'était une occasion ou une situation complètement bizarre. Puis finalement, après ça, j'ai dit, bon, je vais retourner. Puis j'ai fini la route, je suis retourné chez moi. Puis j'ai toujours pensé que c'était une histoire qui était vraiment drôle, qui méritait d'être. C'est excellent. La voilà. Faut pas sous-estimer un 40 km supplémentaire. Ouais, la leçon a été tirée. C'est excellent. On va finir avec, dans le fond, une petite question. Si, mettons, on pouvait reculer il y a 5 ans, puis tu te vois, en fait, il y a 5 ans, quel conseil t'aimerais te donner à une plus jeune version de toi-même, en fait? Ça serait certainement de moins me poser de questions, puis d'essayer de plus être dans l'action que dans la réflexion. En fond, tout ce qu'on a dit, tout ce qui fait en sorte que maintenant, j'ai plus de confiance, puis plus de sérénité quand je joue, puis juste plus d'assurance, plus capable de m'affirmer comme personne. Ça serait juste de faire toutes ces choses-là, pas de me préoccuper de ce que les autres pourraient penser autour de moi. C'est excellent. Puis justement, si on faisait le contraire, si tu te projetais dans 5 ans, dans le futur, en fait, y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire à cette version-là plus vieille de toi-même? Quelque chose que tu voudrais te rappeler ou peu importe, quelque chose que tu vois? Je pense qu'il y a un truc qui est vraiment, vraiment important pour moi, c'est d'essayer d'être capable de jamais prendre aucun moment pour acquis, puis toujours être capable de profiter du moment présent, parce qu'on ne va jamais le vivre 2 fois. Puis pour moi, probablement la meilleure satisfaction que je pourrais avoir au bout de ma vie, c'est de savoir que j'ai profité de chaque moment que j'ai vécu, puis de les avoir bien vécus, si c'est une telle chose. Juste avoir une satisfaction par rapport à ça. C'est une très bonne réflexion, en fait. Puis, je voulais vraiment te dire merci pour ta générosité dans tes réponses, dans ton temps, en fait, aussi. Là. Je pense que tu es vraiment un athlète inspirant plusieurs personnes peuvent s'identifier à ton parcours, à tes réflexions aussi. Là. Donc, merci beaucoup. Puis, je te souhaite bonne chance pour la suite. Là. Je te souhaite que la saison puisse revenir normale pour vous. En tout cas, essayer de revenir normal le plus tôt possible, en fait. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Je trouvais ça vraiment le fun. Ça me fait plaisir. Puis on te suit dans la suite de ta carrière. C'est cool. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir.